Vous êtes beau. Vous êtes nombreux. Ouais, et vous avez écouté Bruce, vous êtes restés, ça c'est trop sympa. Vous êtes cornus aussi pour certains. Oui. Du bleu aussi. Ouais. On va parler d'Internet. Oui, le titre est... Internet, de grands pouvoirs impliquent de grandes libertés. Ah, ah. Oula, c'était beaucoup trop fort. Pardon, je le referai plus. Vous l'avez dans votre bisounours. De grandes libertés. présentation. Bah ouais, carrément. Donc nous avons dans l'ordre de proximité Simon, avec un I sur le t-shirt qui veut dire quadrature du Nex. Donc celui que vous connaissez, qui n'a pas besoin de présentation, Pouliou pour Framasoft, et Bookinet pour Alamo. Pour la maison Servec, parce que moi j'ai pas des t-shirts associatifs, désolé. Très bien, bah, je pense que vous pouvez vous asseoir. Ouais, carrément. Bon, vous restez debout. Alors, donc, le sujet de grand pouvoir implique de grande liberté. Vous l'avez compris, le logiciel libre et tout ça. Le mot liberté a une certaine importance. Et donc, le préfixe, c'est Internet. Donc, vous avez déjà entendu parler du logiciel libre. Donc, quel est le lien entre Internet et déjà du logiciel libre? On explique en 2 mots c'est quoi le logiciel libre? Ouais, ça peut être pas mal, c'est vrai. Je sais pas, logiciel libre, est-ce que ça vous parle ou pas forcément? Pas tout le monde? Il y en a qui fait non. Ah, il y en a qui fait non. Alors s'il y en a qui fait non, il faut dire. En fait, moi non plus, ça me parle pas vraiment à la base, parce qu'un logiciel, pour moi, il n'a pas des petites pattes auxquelles je pourrais mettre un boulet d'esclave et donc il est esclave, puis après, hop, libéré, délivré et il est libre. Mais c'est un peu normal, c'est parce que c'est pas le logiciel qui est libre, c'est vous. Un logiciel libre, c'est un logiciel qui va avoir un contrat légal, donc c'est vraiment légalement opposable, une licence libre. Et cette licence, elle vous donne des libertés d'utilisatrice, d'utilisateur. Et ces libertés, alors je vous les fais rapidement, la liberté d'utiliser comme on veut, de l'étudier, de le modifier et de le diffuser, eh ben, ça garantit le fait que c'est vous qui restez en maîtrise de la machine, et c'est pas la machine qui vous dit ce que vous devez être ou faire ou vivre. Alors, il y a un exemple très simple. Est-ce que vous connaissez Wikipédia? L'encyclopédie, c'est génial, tout le monde peut y contribuer, tout le monde peut le regarder, tout le monde peut l'utiliser, tout le monde peut copier le texte et le mettre ailleurs. Bah, le logiciel libre, c'est un peu pareil. Voilà. Quand on dit que tout le monde peut le faire, Wikipédia, vous pouvez en faire l'expérience vous-même. Si vous repérez une typo, une faute d'orthographe, d'accord, un truc ou un mot qui manque, il y a un bouton, cliquez sur éditer et hop, vous êtes dans un éditeur. Vous corrigez le truc, vous appuyez sur enregistrer. Votre voisin va voir la page comme vous l'avez enregistrée. Et juste, vous noterez le petit truc un peu marrant, donc la Quadrature du Net, c'est une association, Framasoft, c'est une association, l'April est une autre association. Nous ne faisons pas partie de Wikimedia France, l'association qui défend Wikipédia et qui est présente là-bas. Sous les tentes du village du libre. Voilà, sous les tentes du village du libre, mais voilà, comme on est une grande communauté, eh ben, il y a quelque chose de solidarité, puisque nous co-construisons des outils libres. Il y a un aspect solidaire, donc c'est évident pour nous de parler de Wikipédia. Donc j'en reviens à ma question. Non, parce que je suis un peu... donc le logiciel, on est ici pour parler d'Internet. Donc déjà, quel lien entre Internet et cette question de logiciel? Quel lien entre Internet et le logiciel qui me permet de, je sais pas, éditer les photos? Ben, comment on fait de l'Internet? En utilisant des logiciels libres. Exactement. Et comment on fait des logiciels libres? En se regroupant sur Internet. Ça s'appelle un cercle vertueux, c'est magique, hein. Donc vraiment, l'idée c'est que, moi j'aime bien dire, c'est quoi un site internet? C'est une espèce de recette de cuisine, d'accord? Et votre navigateur, c'est le cuisinier. La recette de cuisine, c'est tu vas me mettre un titre en haut à droite, tu vas me prendre une photo, tu vas me la réduire de moitié, tu vas me la réserver, et derrière tu vas mettre un joli paragraphe écrit comme ça. Voilà. Et chaque navigateur cuisinier, en fait, va appliquer sa recette de cuisine, ce qui fait que si vous n'avez pas le même cuisinier, vous n'allez pas avoir exactement le même plat. Si vous n'avez pas la même taille d'assiette, genre si vous avez un écran d'ordinateur phone, un smartphone, ou un écran de gros PC de bureau, ça ne donne pas la même chose, etc. Sauf que cette recette de cuisine, et puis les ingrédients de la recette, la photo, le texte et tout ça, ils sont où? Ils sont sur un serveur, c'est un ordinateur en fait. C'est un autre ordinateur, ailleurs.
Et Internet, ce n'est qu'un réseau, ce n'est que le moyen de relier plusieurs ordinateurs ensemble. Quand vous allez sur le site de TF1 par exemple, et ben, vous demandez... Vous y allez? Non, c'est comique, c'est vrai que ce site-là, il fait pas tellement bon. Mais quand vous consultez une page de Wikipédia, et ben, vous demandez à un ordinateur de vous envoyer cette information-là et vous la consultez avec votre ordinateur à l'autre bout. Au milieu, il n'y a que des tuyaux. Au milieu, il n'y a que des câbles. Et de la fibre optique et tout ça. Donc voilà. Et pour la relation avec les libertés, bah, c'est cette relation que, d'une part, la plupart des ordinateurs qui fonctionnent pour communiquer ensemble sur Internet, ils sont déjà sous du logiciel libre. Ils ne sont pas sous Windows. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Windows a une fâcheuse tendance à planter sa race de sa grand-mère, par exemple. Voilà. Et les sites web, ils doivent être disponibles H24. Ce qui fait qu'on utilise des logiciels un peu sérieux, qui ne plantent pas, qui n'ont pas besoin d'être mis à jour et redémarrés tous les jours. On utilise des trucs qui vont être capables de rester allumés 2 ans, 3 ans sans interruption. Et ça, c'est du logiciel libre, c'est du Linux. Du Linux, voilà. Donc il y avait ça d'une part, et d'autre part, est-ce que vous savez ce qui se passe quand vous regardez la photo sur un site web? Où se trouve la photo quand vous regardez un site web, le site des Geek Ferries, il y a des photos dessus. La photo, elle se trouve sur l'écran. Le fichier se trouve... Sur mon écran. Oui, oui, tu la vois sur ton écran. Mais où se trouve le fichier? Allez-y, dites-moi. Il est sur le serveur d'origine, oui, mais si vous le voyez sur votre ordinateur, c'est qu'il est arrivé aussi chez vous. Or, c'est pas une lettre à la poste. Ma lettre à la poste, si je l'envoie de Paris vers Toulouse, quand elle est à Toulouse, elle n'est plus à Paris. Donc en fait, Internet et les ordinateurs, c'est des machines à copier. À dupliquer. Et comme on fait cette duplication, eh ben, à un moment donné, il vaut mieux avoir la possibilité de dupliquer les créations de chacun et de chacune. Donc ça aussi, ben, ça demande des libertés pour pouvoir ouvrir comme ça la possibilité de dupliquer. Donc cette expression de machine à copier me semble assez fondamentale parce que ça fait quelques années maintenant qu'il y a de grands débats sur la question de la copie, du piratage, ce genre de choses. Et il y a quelque chose de naturel là-dedans, c'est-à-dire que dire je veux bloquer la possibilité de copier un fichier, n'importe quoi, c'est aller contre la nature même de l'informatique. C'est de dire je veux que mon ordinateur et l'ensemble des ordinateurs se comportent d'une façon contraire à ce pourquoi ils ont été conçus. Ah non mais dis-le dans le micro ça. Alors je dis ça pue le DRM. Est-ce que vous savez ce que c'est que le DRM? Ça n'a pas un rapport avec le BDSM? Non. Il n'y a pas des menottes à l'intérieur? C'est s'inventer des limitations artificielles, c'est très... Ah ouais non, le BDSM c'est beaucoup plus agréable. Pardon. Alors quand on dit les DRM, on passe tout de suite pour des militants extrémistes parce qu'en France ils appellent ça des menottes numériques. Voilà, c'est moins grave. Alors, le terme officiel en français c'est une mesure technique de protection. Ouais, bien sûr, ouais. Tu sais pas Je sais de pas, qui. la vidéoprotection, vous y croyez, vous? La mesure technique de protection ne te dit pas qui est protégé de qui. Ah, Eh oui. c'est pour protéger les industries culturelles de ces vilains consommateurs. De ces vilains partageurs, de ces vilains gens qui conseillent des œuvres qu'ils ont aimées à leurs voisins. Voilà. Genre, putain, j'ai vu une super série, tiens, voici une VHS. Vous vous rappelez? C'est ça? Non, mais je suis vieux. Ah, ça va, je suis pas seul? Type, je suis pas seul, s'il vous plaît. Merci. Ouais, je vous aime, merci beaucoup. Bref, les DRM, parce que moi je vais dire DRM, hein, vous ne étonnez pas, ça nous prive de nos libertés à nous en tant qu'utilisateurs. On veut parler d'un livre, parler d'un film, le partager avec ses amis, on ne peut pas. On veut le regarder dans un pays, alors, au hasard, je vais donner un exemple, mais ma collègue adore The Voice, mais elle préfère The Voice Belgique. Mais c'est en France, elle ne peut pas le regarder sur internet parce qu'il y a des DRM qui l'en empêchent. C'est pas vraiment des DRM, mais c'est le même principe. Vous savez cette saloperie là sur YouTube de vous ne pouvez pas voir cette vidéo dans votre pays. Voilà, c'est ça, un DRM. Voilà. Et toi, tu dis que t'aimes pas les DRM. Non, j'aime pas les DRM. Est-ce que ça te dérange de nous dire ton métier dans la vie? Ah, je suis libraire. Je vends des livres. Et donc, je lis beaucoup de livres sous format numérique. Et j'aime bien lire des livres sur format numérique. Et donc, où c'est que je vais pour mes livres numériques? Bah, je vais sur, malheureusement, Amazon. Ouais, je sais. Merci. Mais des fois, il n'y a pas le choix. Et donc, pour avoir mes livres numériques, il faut que je télécharge Adobe Edition. Donc, vous
connaissez, non, bah, tant mieux pour vous. Mais en cours Adobe Édition, il faut que je l'ai sur mon ordinateur, il faut que j'ai un Windows parce que ça ne marche que avec Windows. Et après, je peux lire mon livre numérique. C'est des PDF piégés. C'est ça. C'est des PDF qu'on peut pas lire avec n'importe quel Des lecteur. diplômes. C'est même pas des PDF, en fait, c'est un lien vers le site Adobe. Et une fois que tu as ton inscription sur Adobe, tu as droit au PDF. Et juste pour le fun, C'est un dispositif professionnel, hein, c'est ça? C'est un dispositif professionnel, mais c'est pareil partout. Hein. Quand tu vas acheter un livre sur la FNAC, tu n'as pas le livre. Tu as un lien qui te permet d'avoir le livre et de le mettre sur ta Kobo. Enfin, si tu as une Kobo. et juste pour le fun, quand vous avez un DRM de livre fait par Adobe, dans les conditions générales d'utilisation, vous vous engagez, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais ça a été le cas, c'est sûr, vous vous engagez à ne pas lire le livre à voix haute. Ceci n'est pas lire le livre à voix haute ici et maintenant, parce que ça, on est en représentation publique. Donc là, en effet, le droit d'auteur est très clair, le droit de représentation, il faut de la thune, voilà, quoi. C'est protégé. Mais là, je vous parle de, vous n'avez pas le droit, vous vous interdisez en ces conditions de lire le livre à voix haute, seul, chez vous. Voilà. Sait-on jamais, s'il y a un micro qui traîne, que vous fassiez un audiobook? Je ne sais pas. Il y a plein de micros qui traînent. En fait. Mais... Toujours. Après, les DRM, ça peut vous donner d'autres genres de limitations. Par exemple, vous avez un mois pour lire le livre. Au-delà d'un mois, vous n'avez plus le droit de le lire. Ou vous ne pouvez lire que sur l'ordinateur sur lequel vous l'avez téléchargé. Manque de peau, vous téléchargez sur votre ordinateur et vous lisez sur liseuse, vous pouvez pas. Qu'est-ce que j'ai encore comme restriction? Ah oui, le format, je n'ai pas le droit de le modifier, donc si je télécharge un EPUB, je ne peux pas le transformer dans un autre format qui correspond à ma liseuse ou ce genre de choses-là. J'ai une restriction, les bibliothèques qui veulent distribuer des livres numériques, elles payent pas, en fait, quand les bibliothèques veulent payer un bouquin, elles payent un bouquin à un tarif plus cher, puisqu'elles vont le prêter à plein de monde, et puis le bouquin, tant qu'il n'est pas détruit, déchiqueté, les bibliothèques le prêtent ad vitam aeternam, en fait, en papier. Aussi, hein. Oui, j'ai travaillé en bibliothèque départementale, j'ai réparé des bouquins comme ça. Et par contre, un livre numérique, elle paye plus cher pour pouvoir le prêter 5 fois, et après ce fichier s'autodétruira. Voilà, ça c'est un DRM. Alors, Magali, quelle est la différence entre un fichier, un e-book, un DRM et un livre que tu vends en librairie? Parce que, non mais au niveau des droits du lecteur. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire quand on a du format papier? Je ne sais pas. Est-ce On va partir dans l'autre sens. Quand on a un livre en format papier, on peut le prêter à ses amis sans que ça pose le moindre souci. On peut l'offrir, on peut le revendre, on peut le modifier, on peut, je sais pas, on peut le nourrir et l'avoir dans son héritage. Et oui, je sais à quoi tu penses. Effectivement, on peut le léguer à ses enfants ou à ses descendants. Avec un format numérique avec DRM, et là tu me donnes un grand lien vers, comment il s'appelle cet acteur qui a joué dans Die Hard? Bruce Willis. Bruce Willis. Est-ce que vous avez entendu parler de Bruce Willis et de ses problèmes avec iTunes? En gros, c'est un fan de musique, il a acheté plein de trucs, plein de musique qu'il a mis sur son ordinateur et il s'est dit quand je vais mourir, je voudrais que mon ordinateur et tout ce que j'ai acheté puisse aller à mes enfants. Et là, Apple, il a fait non, fuck, non, ils doivent tout repayer. Dis-moi, Simon, t'aimes bien Apple, toi? Et Amazon, on en a parlé aussi? J'étais en train de me dire que je vous en parlerai volontiers. Parce que, par exemple, même si, quand il avait acheté ses musiques, le monsieur Bruce Willis, les conditions d'utilisation d'Apple avaient permis que ce soit légal, je sais pas, hein, ça l'était peut-être pas, mais même si ça avait été possible, si iTunes décide demain de changer ses conditions d'utilisation et de dire maintenant c'est plus possible de les léguer, eh bien il le fait. Et il y a besoin du consentement des utilisateurs, il vous met une fenêtre avec un bouton accepter, et c'est tout, et il vous dit soit vous arrêtez d'utiliser iTunes, soit vous acceptez de nouvelles conditions d'utilisation. Ça s'appelle un choix. Et je vais tenter le premier point Godwin de la journée, je vous préviens. C'est Eddie Izzard, un comique anglais que j'adore, qui dit que Apple, dans ses conditions générales d'utilisation de iTunes, pourrait mettre l'intégrale de Mein Kampf. On ne le lirait tellement pas qu'on cliquerait quand même sur je suis d'accord. Allez, point Godwin, c'est pour moi, merci personne. Non mais autre question, est-ce que vous lisez les conditions générales d'utilisation de tous les logiciels que vous installez, de tous les applis que vous installez sur votre téléphone? On va faire plus simple, qui les lit pas? Alors, en fait, c'est assez répandu, parce que vous avez sans doute tous entendu parler de l'affaire de Cambridge Analytica, grosse affaire récente, ça vous dit quelque chose? Oui. Ouais. Donc, pour résumer, pour ceux qui n'auraient pas suivi, Facebook a diffusé très largement toutes les données qu'il a pu collecter sur des tas de gens, à des tas de partenaires entre entreprises, etc.
Et donc il y a une boîte anglaise qui fait notamment du conseil pour les élections, qui a récupéré toutes ces données pour les exploiter et essayer d'orienter les élections. Ça a fait beaucoup de bruit, vous en avez probablement entendu parler. Et dans toutes les affaires et dans tous les échanges qu'il y a eu, Facebook a admis qu'il ne lisait pas les conditions d'utilisation de ses partenaires professionnels. Donc, nous ne lisons pas les conditions d'utilisation, mais même des boîtes comme Facebook qui ont quand même les moyens ne lisent pas les conditions d'utilisation des gens avec qui ils travaillent. Ce que j'ai adoré avec Cambridge Analytica, il y a deux choses. D'une part, c'est que ça arrive à la suite de plein de révélations de personnes qui ont fait exploser Facebook, Google et qui ont été à des très hauts niveaux de responsabilité, et des révélations comme quoi ils interdisaient à leurs enfants d'utiliser ces produits parce qu'ils les trouvaient nocifs, que ces personnes-là regrettaient qu'elles avaient pourri le monde et qu'elles avaient pourri Internet. Je paraphrase, mais vous pouvez retrouver leur déclaration. Quand même par prendre leur responsabilité, démissionner et trouver un boulot éthique à la place. Hein. Et ils ont rendu l'argent qu'ils ont gagné. Ils ont rendu l'argent qu'ils ont gagné. Non, ils n'ont pas rendu l'argent. Non, je pensais que c'était responsable. Non, pas à ce point-là. Donc voilà, donc ça arrive quand même un truc. Et ce qui est marrant, c'est que nous, dans notre... voilà, on s'occupe tous les jours de liberté numérique, c'est une passion, c'est notre geekisme à nous. On n'a pas été surpris de Cambridge Analytica, on savait très bien que Facebook c'était systémiquement capable de faire ça et que ça allait arriver. Et quand on voit tout le monde autour de nous dire « Oh mais tu te rends compte, mais est-ce que tu savais que Facebook faisait ça ?» Ça fait 10 ans qu'on vous le dit. Oui, désolé, mais oui. Voilà. Donc voilà, c'est quand même assez étrange que c'était « Ah, enfin, il y a eu un événement qui a permis une prise de conscience, tout comme Edward Snowden a énormément aidé au tarif de sa vie, enfin de sa liberté. » Moi, je voudrais remercier tous les médias sociaux qui nous traitaient de parano il y a 10 ans et qui maintenant viennent chercher des informations chez nous. Voilà. Alors, par rapport à ces conditions d'utilisation, personne ne lit, même pas Facebook. Est-ce qu'on ne vit pas dans une sorte de fiction où en fait il y a des conditions d'utilisation qui peuvent être multiples et variées parce que chacun écrit ce qu'il veut, personne n'a le temps de les lire, même si vous voulez le faire, il aurait du mal. Il est probable que ce soit écrit de telle façon que ce soit difficilement compréhensible, parce que ça c'est un grand classique dans les contrats. Et donc du coup on vit dans une sorte de fiction légale où on est tous, particulièrement entreprises, engagées par des textes, mais que personne ne connaît. Oui, mais par contre ça a des conséquences très concrètes. Qui a déjà entendu parler par hasard, je veux que vous montriez vos aisselles, hein, vous allez comprendre, qui a déjà entendu parler par hasard de « Ah, ça fait chier, YouTube a changé ses conditions et du coup ça me pourrit la vie ». Vous voyez, on montre nos aisselles. Il y a plein de vidéastes qui ont fait ça, d'accord? Et en effet, comme on ne lit pas les conditions générales d'utilisation et qu'ils peuvent les changer quand ils veulent, comme ils veulent, qu'ils sont dans une position hégémonique, monopolistique, ils font, voilà, on peut que aller quasiment chez eux. S'il n'y a pas d'alternative, ben, du coup, on est dans la merde, et voilà, il n'y a plus que eux. Non, mais il y a des alternatives. Je sais. Il y a plein d'alternatives. Alors, je pourrais prendre au hasard n'importe qui dans le public et vous demander quel est le logiciel qu'il utilise le plus, Alors, quel est attends. le service qu'il utilise le plus. C'est ça, le service, parce que, je sais pas, vous n'avez pas installé Gmail chez vous, sur votre ordinateur. Vous n'avez pas installé Facebook. On y va depuis un navigateur web, on est d'accord. Bref, quel que soit ce que vous utilisez, il y a une alternative en mode libriste qui est soutenue par des associations comme les nôtres. Donc, ben, allez, pour YouTube, puisque tu as cité YouTube. Bah, YouTube, chez Framasoft, on a lancé PeerTube, P-E-E-R-Tube. Il y a d'ailleurs un crowdfunding pour aller vers la V1, mais ça y est, ça fonctionne. Bah oui, je suis obligé de le mentionner quand même. Mais en gros, PeerTube, le gros avantage, c'est que c'est qu'on n'est pas obligé de faire comme Google. Google, vu que leur moyen de gagner de la thune, c'est la pub, et c'est donc d'avoir vos données, vos profils personnels, les nôtres, pardon, parce que malheureusement aussi, je suis touché par YouTube, vu que le seul moyen c'est ça, ils doivent centraliser. D'accord? Eh bien, nous, on n'est pas obligé de faire ça, donc on peut faire une fédération. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Mastodon, une alternative à Twitter fédérée. Ben, c'est un peu pareil. Plus d'1 million d'utilisateurs, 1,5 million là. Voilà. Et puis il y a Antoine Daniel dessus, il y a plein de monde super sympa et super cool. Et en fait, le principe c'est de dire plutôt que d'avoir tout sur la grosse ferme de serveurs de Google, il y a plein d'endroits qui peuvent ouvrir leur maison et ces endroits vont communiquer ensemble. Tout comme à la belle époque où on pouvait choisir entre Caramel, Yahoo, etc. et entre plein de mails différents et tous les mails peuvent communiquer ensemble, encore aujourd'hui d'ailleurs. S'il y en a qui ont vu notre conférence, enfin j'étais pas, mais la conférence 7 tables rondes de l'an dernier, on expliquait encore aux gens que la meilleure solution possible c'était qu'ils hébergent leurs données chez eux.
Comme ça, c'est pas une entreprise étrangère qui allait les utiliser, les revendre au plus offrant, influer sur des élections, comme pour Cambridge Analytica, mais que leurs données seraient accessibles seulement avec une commission rogatoire, la parole d'un juge pour entrer dans leur domicile. On leur disait, mettez vos données chez vous, vous garderez la souveraineté de vos données. Et ça restait un peu trop utopique parce que c'est pas facile. Même moi qui suis ingénieur en informatique, en fait je les mets sur un serveur ailleurs et je le loue parce que comme ça quand le disque dur est mort, c'est pas moi qui me lève pour le remplacer la nuit. Et je peux partir au week-end tranquille en me disant que je vais revenir, mes mails seront toujours là. Donc l'héberger chez soi, c'est encore la meilleure solution, mais c'est trop compliqué. Si même moi je le fais pas, il faut que j'arrête de le dire. Et avec Mastodon qui est apparu, ça fait à peine un an, une meilleure solution est réapparue et on la revisite. C'est, comme pour les mails, c'est la fédération de logiciels. Vous hébergez pas votre instance Mastodon sur votre machine qui est éteinte quand vous partez en week-end ou sur un ordinateur qui est allumé chez vous tout le temps et qui consomme plein. Et puis vous n'êtes pas obligé d'apprendre par cœur le mode d'emploi de Mastodon pour savoir faire fonctionner ce logiciel et puis le mettre à jour, le réparer quand il ne marche plus. Non, ça ne demande pas aux gens normaux de faire ça. Par contre, vous connaissez tous au moins un geek qui est capable de le faire pour vous. Et ce geek-là, il va avoir une instance et il aura peut-être 20, 30, 50 membres dessus. Des gens qu'il connaît, en qui il a confiance, avec qui il peut discuter pour décider de l'évolution du service. S'il faut une machine plus grande ou s'il faut changer certains paramétrages. Cette notion de fédération comme pour Mastodon, la Quadrature a une instance Mastodon, mais Framasoft aussi, et l'April peut-être bien. Si, ceux qui savent le font et permettent à ceux qui en ont besoin de l'utiliser. Ce qui signifie aussi que cette diversité, on n'a plus la position de monopole où Google il fait c'est mes conditions et ta gueule, et on peut avoir différentes conditions et voir celles qui vous correspondent le mieux. Par exemple, sur PeerTube, demain, vous pouvez vous monter votre BlueTube où toutes les vidéos doivent être en bleu et vous pouvez faire cette règle-là si vous voulez. Comme toutes les données n'appartiennent pas aux mêmes personnes, pour avoir les dérives qu'on constate aujourd'hui avec les grandes entreprises qui collectionnent des milliards de profils et d'individus, là, il faudrait aller voir chaque grappe, chaque petit utilisateur et collection de 50 ou 200 membres à droite à gauche. Rien qu'en France, il y en a des dizaines ou des centaines d'instances. Pour avoir les mêmes collections et les mêmes dérives, il faudrait faire un travail bien plus coûteux. Et c'est là qu'on gagne. C'est en ayant re-rendu cette chose coûteuse, comme pour la surveillance d'État. Quand on dit il faut qu'il y ait plein de gens qui chiffrent et qui utilisent des logiciels chiffrants, et c'est parce que ça rend l'espionnage plus coûteux. Consulter un site web en HTTPS plutôt qu'en HTTP, ça rend l'espionnage le cadenas. Le cadenas que votre banque met pour que vous ayez confiance. Et qu'en fait, maintenant, de plus en plus de sites sont accessibles comme ça. Alors, il y a un avantage. Acronyme, ils ont chaud. Ça va? Bon, moi, je reviens sur PeerTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est une table ronde vivante, nous on est d'accord entre nous déjà. On va pas faire du conflit. Si vous avez envie de voir les vidéos des Geekferix, parce que par exemple vous en ratez une super sur le format papier interdit dans une des autres tentes. Ouais, le papier devrait être interdit même au webbank là. Vous pouvez revoir les vidéos des Geekferix et vous pouvez le voir sur le PeerTube des Geekferix. Et plus les vidéos seront téléchargées, plus elles seront faciles d'accès. C'est-à-dire qu'il va y avoir le serveur de Geekferix qui va les voir. Mais vous allez télécharger, donc vous allez avoir aussi... télécharger, quand ça se stream sur votre ordinateur, vu qu'on a expliqué tout à l'heure que l'ordinateur est une machine à dupliquer, ça se télécharge. Le streaming n'existe pas, c'est toujours du téléchargement en fait. Exactement. Donc, c'est du téléchargement que vous jetez au fur et à mesure. C'est du téléchargement temporaire. D'ailleurs, c'est dans le fichier temporaire que vous trouverez. Bref, on va être de plus en plus nombreux à voir temporairement ces vidéos-là. Et donc tous les nouveaux qui vont vouloir les avoir, ils passeront pas forcément par le site des Geekferix, mais aussi par les petits serveurs des gens qui auront téléchargé les vidéos. Ce qui fait que ça sera plus rapide, beaucoup moins facile à annuler et à faire disparaître Internet, parce qu'on sera très nombreux à les avoir. Du coup, sur cette notion de fédération, vous voyez bien que les sites web, il y a marqué HTTP avant, voilà, ça s'appelle un protocole, c'est comment les machines se parlent entre elles. Je le fais très très vite, mais ça marche. C'est très très bien. Merci. J'étais pas sur mon coup, donc voilà, les copains sont là pour aider. Le protocole qu'il y a derrière s'appelle ActivityPub, ce protocole de fédération.
Il a été homologué par le grand consortium qui s'occupe de se mettre d'accord sur comment Internet, les machines vont se parler entre elles. Le W3C. Merci beaucoup. Et du coup, ActivityPub, là, donc, on a Mastodon qui est un Twitter fédéré. Il y a PeerTube qui est un YouTube fédéré. C'est en train de grandir. La V1 est prévue pour octobre si on arrive à être financé. Il y a Diaspora qui est un Facebook libéré. Voilà, qui n'utilise pas encore ActivityPub, mais j'espère que ça va arriver. Il y a aussi une espèce de SoundCloud Spotify qui s'appelle Funkwell qui est en cours de programmation. Je connais une espèce d'Instagram qui est en cours de programmation et je peux vous dire aussi que est prévue pour 2019 une alternative à Meetup, par exemple. Et là où ça peut être encore plus puissant que Google et compagnie, imaginez que vous puissiez commenter et liker vos vidéos YouTube depuis votre compte Facebook. Or, là, comme un Twitter like fédéré utilise le même protocole qu'un YouTube like fédéré, qui utilise le même protocole qu'un Meetup like fédéré, ben, il y a un moyen, à un moment donné, ça va demander du travail, hein, c'est pas pour tout de suite, mais il y a moyen en fait de liker depuis votre, de mettre un pouce haut sur une vidéo PeerTube depuis votre compte Mastodon ou de voir sur le compte Mastodon que machin a créé un événement depuis sa vidéo PeerTube. Donc on a parlé de plein de trucs anxiogènes et que ce qui n'allait pas au début pour s'échauffer. On a parlé des alternatives qui existent, qui sont concrètes et qui fonctionnent. Il faut bien retenir que l'informatique, c'est plein de nouveaux usages, c'est plein de choses qu'on peut faire en plus. Merci. Il est trop beau le Blender. Ouais, j'ai perdu. C'est Blender qui est passé. Qui a fait applause. Il ne rouille pas celui-là. Ben non, il boit. S'il boit, il rouille pas. On est d'accord, c'est Blender. Hein. Donc oui. Ça va. Toutes ces donc, l'ordinateur, il vous espionne pas forcément. Il vous espionne si vous choisissez pas les logiciels qui fonctionnent dessus. Ça, c'est le message de base. On est des libristes parce qu'il y a vraiment quelque chose de fondamental qui change entre est-ce que j'ai confiance dans mes logiciels ou est-ce que je ne peux pas le vérifier. Et en pratique, et c'est ce qui se constate depuis toutes les révélations qu'on a eues une bonne décennie que la quadrature existe, si vous ne pouvez pas le vérifier, en fait, vous êtes espionné. À partir du moment où il y a quelque chose qui est techniquement possible, ils le font, que ce soit les États ou les grandes entreprises. Et le seul moyen de s'en prémunir, eh bien, c'est au moins de choisir ce que vous achetez, achetez vidéo, mais aussi de choisir ce qui fonctionne sur vos machines. De choisir les logiciels que vous utilisez, les sites web que vous allez consulter. Les applications et les App Store. Qui sait que vous n'êtes pas obligé d'utiliser le Google Play Store si vous avez un téléphone Android, que vous pouvez trouver vos applications ailleurs. Et on est bien au Geekferris parce que je vous assure que là on va avoir à peu près 10% de la salle. Non. Un bon tiers. Un bon tiers de la salle, d'habitude, tu as 1% des personnes. Voilà, vous pouvez télécharger l'application F-Droid qui vous fera tout un store d'applications qui sont très très respectueuses, elles sont toutes libres. Il ne faut pas les télécharger depuis le Play Store. Il ne faut pas les télécharger F-Droid depuis le Play Store. Mais depuis le site web F-Droid.org. Voilà, parce que sinon ça sert à rien. Et toutes les applications sur ce magasin sont recompilées par les personnes qui les mettent à disposition. Les gens du projet F-Droid, ils compilent leurs programmes, mais ils ne mettent à disposition que des programmes qu'ils ont pu recompiler eux-mêmes. Donc ils ont eu accès aux sources et ils ont mis un peu le nez dedans pour voir que c'était correct. C'est un très gros boulot. Voilà. Donc vous pouvez avoir des applications safe pour tous vos usages. Alors moi j'avais une question par rapport à ces alternatives. Donc on sait que la valeur d'un réseau social, c'est avant tout ses utilisateurs. On a un ami qui n'a pas pu venir ici, qui est un fou furieux de sécurité, vraiment un fou furieux. Mais il a installé, je ne sais plus quelle appli sur son téléphone de communication, Snapchat ou machin comme ça, non pas Snapchat, un autre. WhatsApp. Qui appartient à Facebook. Qui appartient à Facebook parce que son frère ne communique que par WhatsApp. Et qu'en gros, il faut qu'il cède parce que sinon il ne communique plus avec son frère. Et donc, il y a cette difficulté qui, je pense, qu'il faut parler, qui est qu'il y a des gens qui font ces choix-là et qui vont finalement enfermer les autres par ricochet. Alors attends, j'ai une réponse, mais c'est mon t-shirt. La route est longue, mais la voie est libre. Voilà. C'est hyper long. L'humanité n'avance qu'au rythme des plus lents. Voilà. Alors on parle à tous. C'est très joli, cette phrase. Vous pouvez applaudir,
L'éducation. Voilà, c'est-à-dire que typiquement, moi, ma famille, on avait un groupe Messenger Facebook pour se parler avec tous les membres de la famille. Et à un moment donné, je fais écoutez, moi je suis plus sur Facebook, non seulement mes données, etc., mais moi, Facebook, quand j'ai réinstallé mon téléphone, j'ai pas réinstallé les applications, j'ai eu vachement moins de notifications, je me suis vraiment senti mieux dans ma vie. Et sincèrement, je me sentais harcelé. Et Facebook, j'ai tout le temps 50 000 personnes qui attendent 50 000 trucs de moi. Et moi, j'ai juste envie de parler avec des gens que j'aime. Donc ça, je peux le faire autrement. Je n'ai pas besoin de Facebook, en fait. Et donc, je dis à la famille, voilà, si vous voulez, moi, je vous propose une alternative. Mais en attendant, c'est sans moi, je suis désolé, voilà, quoi. Donc, moi, il faudra me faire passer les infos. Ils ont fait ok, pour l'instant on fait sans toi. Bon d'accord. Et puis à un moment donné ils ont fait mais tu fais chier, tu réponds jamais. Je vous avais prévenu que je serais pas là. Ah ouais? Et c'est quoi ton alternative? Et donc j'ai dit tiens vous savez quoi? On va changer tous et toutes notre appli SMS, on va utiliser Signal, qui est une appli SMS, mais quand ça marche avec des gens qui ont Signal, en bonus vous avez du chiffrement. Donc du chiffrement de bout en bout, ce qui permet la confidentialité de vos échanges. Alors qu'un SMS classique, c'est une carte postale et ça reste enregistré dans le réseau des téléphones tout le temps. Et officiellement 1 an. C'est comme ça qu'on a retrouvé l'assassin du préféré. D'ailleurs, le réseau des GSM, il est très intéressant. On vous a dit qu'Internet, c'était que des fils, que l'intelligence était à la périphérie du réseau, que votre ordinateur connecté à Internet, il fait partie du réseau et il en produit une bonne partie. Vous pourriez héberger les sites que vous consultez sur votre ordinateur. Vous pourriez produire l'Internet que vous consommez. Le réseau GSM, c'est exactement le contraire. Le terminal est débile, au sens propre du terme, il ne sait rien faire. Et l'intelligence est dans le réseau. La communication des paquets, le choix de la route des SMS, c'est que le réseau qui décide. Et du coup, comme c'est dans chaque antenne qu'il y a un gros ordinateur, chaque antenne enregistre les SMS et les garde. C'est facile. Et moi, ma maman, elle utilise une application qui s'appelle Silence, qui chiffre aussi les SMS, mais qui passe pas par Internet. C'est un SMS, l'État français sait que le SMS part, mais pas le contenu. Et du coup, quand je fais des bisous à ma maman, au moins, je sais que c'est aussi confidentiel que ce que je crois que c'était. Là où il y a des soucis, et où il y a besoin de réagir, où il y a besoin de dire aux gens ce qui se passe, c'est quand les choses ne fonctionnent pas comme ils croient. Dans Facebook, vous pensez que vous échangez des choses avec vos amis, et c'est tout. Et vous échangez des choses avec vos amis, Facebook et la NSA. Ça, c'est ce que Snowden nous a dit. Et s'ils changent leurs conditions d'utilisation, ce sera Facebook, vos amis, la NSA et Cambridge Analytica. Et sur le message Facebook, je précise qu'ils enregistrent également les messages qui ne sont pas envoyés. Donc supposons que vous soyez un peu énervé contre quelqu'un, vous écrivez un message, non, je ne vais pas l'envoyer. Facebook, c'est ce que vous aviez dit à cette personne. Ou un statut Facebook, ouais, il y a une question. Le souci, c'est qu'en tout cas, Facebook, qui marche pas. Attendez, il y a un micro qui... Les SMS non plus. Alors les SMS chiffrés, ils marchent déjà un petit peu plus comme on imagine. J'en profite, Signal et Silence. Donc ce sont deux applications pour faire des SMS chiffrés. Avec Signal en plus, on peut faire des groupes entre plusieurs personnes. C'est ça. Et moi j'ai passé toute ma famille sur Signal, on a fait un groupe de famille, voilà. Et voilà, ça nous permet de faire ça. Autre avantage aussi, Signal, il y a aussi des applications bureau, c'est-à-dire que quand je suis sur mon ordi au bureau, mon bureau étant chez moi, en plus c'est sécurisé géographiquement, je veux dire, je peux installer l'application Signal et je peux répondre aux personnes qui ont Signal uniquement depuis mon bureau, comme ça j'ai pas à me faire chier à trouver mon téléphone et à taper mon SMS alors que je suis en train de faire un email. Signal et Silence, qui sont des applications disponibles sur F-Droid. Vous passez par fdroid.org, vous cherchez Silence dans F-Droid et hop, vous pouvez l'installer sur votre téléphone. C'est bon sur le micro? Oui. Je suis désolé. Et tu n'as plus de micro, il est désolé. Ah, le son du micro. Il est revenu. Il est là. Ah, c'est bon. J'ai un petit bout, mais tu en parlais du préfet Rignac, qui était mon assassin aurait été retrouvé par lequel les SMS ont été envoyés, et du coup, ça n'a pas pu être possible si les échanges avaient été chiffrés. Sous cette forme-là. C'est pas le seul élément qui a permis. Je cite cet exemple pour montrer que ça a été utilisé et donc la possibilité existe. Mais l'assassin du préfet Rignac, ils avaient déjà son nom, ils étaient déjà en train de le suivre. Les moyens de police conventionnels existent encore et ils fonctionnent en fait très bien. Et ils sont extrêmement puissants. Et heureusement qu'il faut des humains pour le faire, parce que sinon on voit bien, dès que c'est automatisable, on y est tous. Le but n'est pas... poursuis, c'est mieux. Donc ma question, je suis bien conscient des problèmes de sécurité, de protection des vies privées, etc.
Mais moi, c'est un discours que j'arrive pas à défendre en face de personnes qui me disent justement ça, ouais, mais du coup, peut-être, voilà, c'est chiffré, voilà, c'est terroriste, machin. Qu'est-ce que vous arrivez à opposer au-delà de les moyens traditionnels fonctionnent comme argument, comme méthode aux personnes qui sont convaincues que sécurité. Ma première leçon de chiffrement en école d'ingénieur informatique, c'était le chiffrement de César. Le chiffrement, ça existe depuis très longtemps. Il avait une technique très simple, hein. Il prenait la moitié de l'alphabet, il la mettait à la fin, et en ayant tourné toutes les lettres de 13 positions, il obtenait des mots qui n'étaient pas lisibles. César, ça fait 2000 ans que le chiffrement existe, ça fait 2000 ans que ceux qui veulent se planquer l'utilisent. Et ça fait 2000 ans qu'on arrive quand même à les attraper. Le souci, il n'est pas là. Je n'ai plus la citation exacte, il me semble qu'elle est un des pères fondateurs de la Constitution états-unienne, Benjamin Franklin, je ne suis pas sûr. Un pays qui sacrifie, un peuple qui sacrifie sa liberté au nom de la sécurité, ne mérite ni l'un ni l'autre, mais perdra les deux. Merci, ne mérite ni l'un ni l'autre, perdra les deux. Voilà. Alors, l'argument, moi par contre, je l'ai. Si tu prends les juges antiterroristes, ce sont les premiers à ne pas demander plus de moyens techniques et plus de lois liberticides et espionnant nos données. Ils mais disent, les gens, ça ne sert à rien. Quand tu cherches une aiguille dans une meule de foin, la dernière chose dont tu as besoin, c'est d'une plus grande meule de foin, c'est de plus de données. Alors, je peux te donner peut-être un autre exemple, qui est que sur les questions des données personnelles, et face à cette question souvent qu'on entend, c'est « j'ai rien à cacher ». On aime bien dire « on a peut-être rien à cacher, mais on a toujours des choses à protéger ». Bon, d'une part parce qu'avec tes données, si tu es sur Facebook, on sait que tu es parti au Geek Ferris parce que tu as annoncé ça sur Facebook publiquement, tu as mis des photos. Si moi je suis encore... Attends, t'as rien à cacher. Juste, t'as rien mis sur Facebook, mais t'as ton appli Facebook et t'as la géologue activée, c'est mort, Facebook le sait, c'est bon. Si je veux t'embrioler, je sais que la voie est ouverte, par exemple. Un truc tout bête. Ensuite, on aura tous, un moment ou un autre dans notre vie, plusieurs moments où on sera vulnérable. On va avoir des gens dans notre famille qui vont mourir, on va nous-mêmes tomber malade, gravement à un moment ou à un autre. Et dans ces moments-là, on n'a a priori pas envie que nos données circulent dans tous les sens. Je vais donner juste une anecdote qui ne touche même pas l'informatique. C'est un Américain donc, il y a quelques années qui a eu un drame personnel. Sa fille est morte dans un accident de voiture. Et le type reçoit un catalogue, donc là on est dans le monde papier, hein, un catalogue par la poste. Et il s'avère que le fournisseur avait récupéré cette info d'une façon ou d'une autre. Et la personne qui avait récupéré l'info n'avait rien trouvé mieux que de la saisir dans le champ du nom, parce qu'il n'y avait pas de champ d'observation. Et donc le mec reçoit ce catalogue où c'est écrit « Monsieur Machin qui a perdu sa fille dans un accident de voiture ». Et quand tu mets les gens par rapport à ce genre de perspective, en général, ils arrivent à comprendre que même si aujourd'hui tout va bien... Il y a une notion de paille et de poutre. On est toujours doué pour voir la paille dans l'œil du voisin et pas la poutre qu'on a dans le sien. C'est dur de voir ce que nous on a à cacher en fait. On vit avec tous les jours, il faudrait prendre du recul face à soi-même. Mais prenez 5 amis à vous et regardez. Et vous allez finalement vite voir que lui il cache tel truc à sa mère. Ah bah lui, on est sorti en boîte, il lui a pas dit. Ça commence par ça. Lui, il a une orientation que s'il annonce à sa famille, il va être déshérité. On en fait plein de gens qui ont besoin d'intimité autour de soi. Et finalement, vous demanderez à votre ami de réfléchir un petit peu et il vous trouvera une liste aussi de vous. Moi, tu sais quoi, j'ai arrêté de répondre au j'ai rien à cacher. Mais sincèrement, je ne réponds plus à cet argument parce qu'en fait, le problème, c'est que ça n'est pas un argument auquel les gens qui te le disent croient réellement. Ma théorie, et quand j'en parle, en général, les gens avec qui j'en parle sont assez d'accord, c'est que si on vous dit, en fait, vous avez tort de croire que vos pratiques numériques sont saines, sont safe, et que vous êtes en sécurité dans le numérique. Si on vous dit ça, ça crée une angoisse profonde. C'est affreux. Malheureusement, la plupart du temps, aujourd'hui, c'est vrai. Et je vous assure qu'on construit des alternatives pour que ce ne soit pas, pour que vous ayez le choix. Mais ça fonctionne comme vous pensez que ça fonctionne, comme vous avez envie que ça fonctionne. Exactement. Voilà, parce que quand je regarde le journal dans un bar, le journal, il ne regarde pas ce que je suis en train de lire. Est-ce que je regarde l'article sur le Brexit ou les fesses de Brad Pitt? D'accord. Si vous lisez un article de journal dans un journal en ligne, le journal il sait qui est venu, combien de temps, quel article a été lire ensuite, et si ça se trouve même avec la webcam il te regarde. Mais il n'y a pas que le journal, il y a aussi la publicité du journal, et puis il y a aussi le like de Facebook du journal qui sait tout ça et qui prend des notes. Donc voilà, c'est hyper anxiogène de dire ça. Et donc, le fait est qu'il y a des études neurobiologiques qui disent que quand on remet en question une croyance profonde en un humain, une humaine,
eh bien, le cerveau réagit comme face à un prédateur. Hein. On met en place les tourelles et on met en place des défenses. Et les défenses, la fuite, mais bien sûr. Et donc les défenses, c'est non, mais je n'ai rien à cacher. C'est un super épisode là-dessus, Ouais. sur la réponse à un stress. Oui, Et donc c'est attaque ou fuite. exactement. Et là, c'est la fuite. Mais t'as totalement raison, merci. C'est trop bien. Et voilà. Et du coup, il y a... Ouais, c'est cool. Hein. Il y a le je n'ai rien à cacher comme argument, il y a oui mais moi je ne suis pas intéressant, oui mais moi je ne suis pas intéressant, et ça finit par mais écoute, de toute façon, foutu pour foutu, ils ont déjà mes données, donc ça ne sert à rien. Ce à quoi qu'on pourrait traduire en mode écolo, en A, écoute, la planète foutue pour foutu elle est polluée, donc je peux jeter mon huile de vidange dans le Mais fossé. les riches, c'est ce qu'ils font, hein, et puis à fond. Mais bien sûr. Et ils spéculent sur la fin du thon rouge et des baleines. Et c'est normal, c'est des systèmes de défense que mettent nos cerveaux pour se dire tout va bien, ce que je fais est cool et ça me va. Jusqu'ici, tout va D'accord bien. Jusqu'ici tout va bien, voilà. Donc en fait, faut juste regarder ces défenses-là, dire je te vois, tu essaies de me troller l'esprit, tu fais ton boulot d'esprit, et tu sais quoi, c'est pas grave, il y a une mauvaise nouvelle, mais il y a des bonnes nouvelles. Moi j'ai une autre réponse. Je veux dire, si je peux chiffrer, pourquoi je le ferais pas? Je peux le faire, là je chiffre. Et si l'information n'a aucune importance, bah c'est pas grave, ça leur fera perdre du temps de savoir ce que c'était comme information. Et ça intéressait déjà César il y a 2000 ans. Ça intéresse beaucoup de monde, le chiffrement. C'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose qui ne nous a pas été autorisé pendant des années. Pendant des milliers d'années, et maintenant c'est accessible. Profitez-en. Il nous reste à peu près un petit quart d'heure, et puis alors on va pas empiéter sur Grenier parce que je pense que vous avez aussi envie de le voir que nous. Du coup on va peut-être, je sais pas, qu'est-ce que Moi tu j'avais veux une faire? question sur Ouais, ce qu'on met sur les réseaux sociaux, ce qu'on partage. Et par rapport à cette question de la liberté, c'est aussi la liberté de s'exprimer. Et donc il y a les outils qu'on utilise, mais également ce qu'on va faire, que ce soit le texte le plus stupide ou nos petites œuvres, etc. Est-ce que ça doit être libre également? C'est-à-dire que quand on met quelque chose sur Facebook, d'un point de vue du droit d'auteur, on cède un droit patrimonial. Même quand vous mettez des vidéos sur YouTube, ils s'offrent des droits plus importants que les droits. Enfin, en gros, YouTube, mes vidéos, Google, j'ai fait des vidéos sur YouTube, Google a le droit de dire Pouillou a des vidéos sur YouTube et c'est la classe, Google, c'est bien. D'accord? Ils ont le droit d'utiliser mon image pour refaire leur promo. Ils ont le droit de revendre tes vidéos. J'ai une anecdote, mais anxiogène au maximum. Imaginez le Geek for It, hein, et il y a un jeune, il passe la soirée, il boit, il dort pas, et il a plein de photos de ses potes qui vont toutes être mises sur Facebook. Bon, des années se passent. 3 ans après, il a un de ses potes qui va en Pologne. Et là, il appelle notre petit geek et lui dit, tu sais quoi, il y a une photo de toi avec une campagne publicitaire, tu t'es vu quand t'as vu. Donc Facebook s'est autorisé le droit d'utiliser une photo de quelqu'un d'un pays français, et a vendu cette photo-là à des publicitaires polonais, donc droit à l'image, là, et il a le droit de le faire, parce que pour utiliser Facebook, pour mettre une photo sur Facebook, on autorise Dans le contrat Facebook que vous n'avez de pas le lu, faire. vous abandonnez vos droits patrimoniaux sur les photos qui vous représentent. Voilà. Alors moi je propose à tous ceux à qui ça pose pas problème de venir me voir après la conférence Faire et les de me photos. céder les droits aussi parce que ça m'intéresse. Il fait des BD en ligne, des œuvres. Non, juste comme ça pour en Ouais. Et du coup, quitte à ce que vous fassiez des photos là pour les Geek Fairies, ce qui serait une très très bonne idée, postez-les sur Wikipédia. Ils ont une catégorie spéciale Geek Fairies 2018 qu'ils ont ouvert exprès pour nous cette année. Et comme ça, toutes les photos que vous aurez prises pourront être partagées avec l'ensemble des gens qui auront envie d'avoir des photos et surtout aux orgas qui ça peut être utile. Ça, c'est trop la classe. Demain à 13h et ici même, je vous expliquerai comment la quadrature, c'est pas ici même, C'est dans la salle de bord. et là-bas même, je vous expliquerai comment, pourquoi le 25 mai dernier, la quadrature a déposé un recours collectif auprès de la CNIL française pour obtenir l'application d'une nouvelle réglementation européenne qui vous protège vos données et qui est négociée depuis 2012 et qui est en application depuis le 25 mai et qui n'est pas bien appliquée par les grandes entreprises qu'on appelle les GAFA. Ça vient d'arriver, les GAFAM, les GAFAMA, et encore on ne cite pas les Chinois. Mais Google, Amazon, Facebook, le règlement Apple, est là, Microsoft. ils font la danse du ventre en disant mais oui on l'applique,
Et il y a des juristes de la Quadrature qui ont regardé tout partout ce qui n'allait pas avec leur soi-disant mise en conformité, et on attaque la CNIL. Et avec ce nouveau règlement européen, on attaque via la CNIL. Avec ce nouveau règlement européen, la CNIL, elle est plus les pieds et les poings liés. Elle peut mettre des belles amendes. Elle peut mettre des amendes jusqu'à 2% du chiffre d'affaires de la boîte. Du chiffre d'affaires français international. Et en cas de récidive, ça passe à 4. Alors je vous explique, hein, Apple, le chiffre d'affaires d'Apple à l'international, c'est 2/3 du budget de l'État français. 2/3 de ce qui fait tourner les trains en France, tous les professeurs, toutes les infirmières tant qu'on en a, les hôpitaux, les services publics, donc, mais tout le budget de l'armée, de notre dissuasion nucléaire qu'on pourrait tuer tout le monde sur la Terre si on voulait, c'est un budget, le budget de l'État français c'est 300 milliards. Apple, ils sont à 229 milliards. Et on pourrait leur taxer 2% de leur chiffre d'affaires. Ça fait donc, je vous laisse calculer 4 milliards à peu près. Donc là si la CNIL décide de quelque chose, il y a des lignes qui vont bouger. Là, on est en train de vivre quelque chose que de 10 ans d'existence de la Quadrature, on en rêvait. C'est en train de se dérouler et c'est bien que vous soyez au courant. Parce qu'on a besoin de vous pour faire des recours collectifs. Voilà, à demain. Voilà. Sachez aussi que dans la salette Bang, tout à l'heure à 17h, on va vous parler de Contributopia. Parce que c'est bien gentil de dire, là ce monde il est un peu trop anxiogène, mais c'est encore mieux de construire des utopies, des mondes, je vous rappelle, utopies qui existent en aucun lieu. Excusez-moi, mais moi tout ce que j'ai fait sur internet, j'estime que ça existe, et que ça existe en aucun lieu. Il faut rêver d'un bel avenir pour qu'ensuite il pour le construire. Si on rêve de quelque chose de moche, on va vers ça quand même, si on n'a que ça en tête. Ayez plein d'idées de belles utopies, parce qu'elles se réalisent que si vous y croyez. Et on va expliquer que comment est-ce que, en gros, vous voyez là, en gros, dans le numérique, on est dans le monde de Carrefour, Monsanto, Leclerc, les bons gros connards. Cela n'engage que moi, mais je le pense. Voilà. Et du coup, on a commencé à créer du numérique éthique, bio, équitable et tout ça. Et il y a eu une première supérette qui s'est faite avec des goodies internet. Et puis maintenant on va commencer à faire plein de réseaux d'AMAP et à ce que ça se reproduise de partout. Donc on va en parler avec Contributopia à 17h, mais avant... Et à 16h il y a les chatons. Alors les chatons ils vont sauver internet. Bah ouais. Vous le savez tous, mais qu'est-ce que c'est qu'un chaton? Un chaton c'est le collectif d'hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires. En gros c'est plein d'associations d'entreprises qui vont vous proposer à peu près les mêmes services que vous proposent les GAFAM, mais sans vous espionner, sans récupérer vos données, sans voir votre contenu, bref, de manière éthique. On peut peut-être passer aux questions, il nous reste une dizaine de minutes. Voilà. Alors moi j'ai une question, qui n'a pas vu l'intégralité du Trône de Fer ici? Ah, il y en a beaucoup. Qui n'a pas vu l'intégralité, donc spoiler alert, c'est ça? Vous êtes autant à pas avoir vu le Trône de Fer. Alors donc, non, tu ne spoil pas s'il te plaît. Et jusqu'à la 4e saison? Non, on ne spoil pas. Voilà. Moi j'ai une belle citation de... Non, alors, allez, vos questions s'il vous plaît, hop, levez la main, quelqu'un a une question? Alors, au pire, si on n'a pas le temps de répondre à vos questions, vous pouvez venir nous voir dans le village, là-bas. On est super méga nombreux, il fait super chaud, donc on a envie de discuter avec vous, ça nous occupera. Donc n'hésitez pas à venir les poser. Est-ce que le RGPD donc est une bonne chose qui a été... Sur le règlement européen dont je parlais. Voilà. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est une bonne chose? C'est la meilleure chose qui nous soit arrivée depuis de nombreuses années. Ouais, grave. C'est quelque chose qui nous a permis... Enfin, les gens doivent respecter le RGPD, donc on a tous été spammés du genre vous êtes abonné à notre mailing list, on a besoin de votre consentement, sinon il y aura des sanctions. C'est que la première vague. Voilà. C'est la première tentative. Première. Avant qu'on leur fasse comprendre ce qui est écrit dedans. Et les gens, du coup, ils se sont tombés, c'est quoi le RGPD? Et là, c'était génial parce qu'on leur a expliqué ce que c'était que le RGPD et on leur a expliqué ce que c'était que les données privées et on leur a expliqué ce que c'était que le traitement des données privées. Donc, pour moi, en niveau 1, le RGPD, c'est une très bonne chose parce que ça permet de sensibiliser des gens. C'est un petit peu comme si tu me demandais en fait, est-ce que le fait que tout le monde doive comprendre maintenant ce qu'est le consentement est une bonne chose? Ma réponse elle est oui. C'est récent de comprendre le consentement. Là Donc moi je voulais savoir, vous avez évoqué le GRPD ou le RGPD. Il y a une autre loi qui est en préparation en ce moment au Parlement. Si je dis article 13,
par rapport à une loi sur le copyright. Est-ce que c'est une question? Ah oui, non, Est-ce que c'est vous bon. pourriez, parce qu'en fait j'ai cherché des informations dessus, mais c'est très difficile. Contrairement au RGPD où Moi, c'est l'article 13, celui qui me vient en tête, c'est celui de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Qui dit que tous les hommes peuvent se déplacer et aller vivre là où ils veulent, même si en fait on les considère comme des migrants quand ils sont pauvres. C'est par rapport à une nouvelle loi. Non, oui, tout à fait. Il y a en effet des gros soucis. Si tu veux des renseignements, je te recommande le site de l'eurodéputée allemande Julia Reda, du Parti Pirate. Voilà, Julia Reda. En effet, il y a un souci au niveau de la loi du copyright. Il y aurait en préparation une espèce de loi qui fait que chaque personne hébergeant du contenu devrait bel et bien s'assurer que tout le contenu mis sur ses serveurs soit du contenu n'est pas n'entraîne pas le copyright. Voilà. Donc ça voudrait dire que ça niquerait plein de solutions de petits hébergements maison et qu'on ne pourrait plus qu'utiliser que les gros géants du web. Voilà. Évidemment, et ça remet aussi en question le droit à faire du lien vers un autre site web. L'hypertexte, c'est juste la base d'Internet. Donc à un moment donné, il va falloir faire beaucoup de bruit pour ça. Contre ça, bien sûr. Ah, Question devant? devant, je vois une question. Bonjour. Bonjour. Vous proposez des solutions de remplacement aux gros groupes, mais qu'est-ce qui assure que ces autres solutions protègent aussi nos données? Parce qu'elles sont en logiciel libre. D'une part. Non, d'une part, il y a le logiciel libre, Donc on donc peut en lire le code source et vérifier qu'il y a des c'est codes. ça. C'est ça. D'autre part, les conditions générales d'utilisation. Non, en fait, finalement, rien ne peut te l'assurer à 100%. Fais-toi ton opinion. Voilà, fais-toi ton opinion. Moi, je vais plutôt te dire quelles sont les questions que tu dois te poser pour pouvoir te faire ton opinion, parce que la confiance, quand on confie ses données, c'est une question de confiance, d'accord? Et la confiance, chacun et chacune va placer son curseur où il ou elle veut, d'accord? Du coup, voilà, pour moi, il y a la question du quel logiciel utiliser, est-il auditable publiquement? Est-ce que n'importe qui peut l'étudier et faire un audit, d'accord? Parce que s'il y a une backdoor, moi j'ai envie que des geeks puissent me le dire, parce que moi je ne peux pas lire le code. Deuxième question, les conditions générales d'utilisation, quelles sont-elles? Sont-elles faciles à lire? Framasoft, nous hébergeons plus de 32 services d'alternatives à Skype, au WeTransfer, même à Minecraft, ok? Toutes basées sur du logiciel libre. Et tu vas voir nos conditions générales d'utilisation, c'est les mêmes pour tous les services. Il y a une version TLDR qui est contractuellement, nous oblige contractuellement. Voilà, merci. Cette version, elle prend 3 minutes à lire et elle est écrite en langage normal. Et juridiquement, elle fonctionne. Donc, quelles sont leurs conditions d'utilisation? Troisièmement, quel est leur modèle économique? Donc Framasoft prend pas ses utilisateurs pour des cons en leur mettant un truc illisible, invitable et en espérant qu'ils cliquent sur OK avant d'avoir fini de dérouler le truc. C'est ça. C'est là qu'il y a une différence. Et l'autre chose, quel est le modèle économique? Moi, Framasoft, je peux te le dire, j'ai aucun intérêt à revendre tes données parce que nous, notre modèle économique, c'est le don. Nous sommes une association, 95% de nos ressources, de l'argent qu'on reçoit chaque année, eh ben, c'est des dons des utilisateurs et des utilisatrices, ce qui permet qu'en général, on estime qu'à peu près une personne sur 1000 fait un don en utilisant nos services, ce qui permet que 999 autres puissent les utiliser. Et donc de ne pas dire qu'on va mettre un prix sur nos services et donc ah bah, les pauvres vont devoir donner leurs données à Google et les riches peuvent avoir du le bio. pauvre de quelqu'un d'autre. Voilà, tout à fait. Voilà, on n'a pas envie de faire cette barrière à l'entrée. Du coup, bah, voilà, ça permet ça avec l'économie du don. On ne cherche pas la rentabilité, que ce soit à la Quadrature, Framasoft ou d'April, on est tous sur le don, donc pas sur la rentabilité. Donc les données que vous allez nous fournir, soit des données personnelles ou autres, ou même n'importe quoi, bon, on ne va pas les revendre, parce qu'on n'est pas là pour faire de l'argent, on est là pour se battre. Et rien que pour ça, tu peux faire en partie confiance. Et je dis bien en partie confiance, parce qu'on est tous des bénévoles, on a tous du temps, on a tous un métier, donc s'il y a un service qui coince, bah, il y aura peut-être un petit temps de réparation supérieur à celui que tu aurais eu avec Google. Voilà. Je précise que parmi les chatons, il y en a certains qui sont des services payants. Donc il y a des gens qui disent... Et c'est pas un problème. Voilà, c'est pas un problème. C'est-à-dire qu'en gros, ils veulent offrir un niveau de service adéquat. Mais c'est des gens que tu peux rencontrer.
Revenons un petit peu vers cette historique. Framasoft, ils ont mis en place plein de services, ils ont eu plein d'utilisateurs parce qu'il y a des gens qui s'y intéressent et y vont, et c'est devenu trop gros. C'est trop. En fait, même la campagne après démobilisant Internet, elle s'appelle Contributopia. Entre nous, je vous le dis, vous le répétez pas, ça sortira pas d'Internet. Hein. Entre nous, quand on a préparé cette campagne, on l'a appelée la campagne Cassez-vous. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, vous venez chez Framasoft pour utiliser des services libres, mais derrière, ça n'est qu'une première marche dans votre autonomisation. Si tout le monde va chez Framasoft, même si actuellement les fondateurs de Framasoft sont des gens bien, Framasoft va devenir quelque chose de tellement convoitable qui finirait par être détourné. C'est pour ça qu'ils ont voulu séparer Framasoft en petits morceaux, en fédérations, en grappes de plein de petits Framasoft qui, eux, sont tous récupérables. Les chatons. C'est comme ça que les chatons vont sauver Internet. On a une autre question, je crois, par exemple. Bonjour, je voulais revenir un peu sur la GRPD. Je voulais savoir ce qui vous fait penser, si vous pensez vraiment que les GAFA, même si elles sont condamnées par l'Union Européenne via la GRPD, elles paieront leur dette, parce que des grandes entreprises, comme Monsanto, qui ont fait des choses dégueulasses, qui n'ont jamais été punies, surtout des entreprises